Les guerres au Moyen-Orient, en Ukraine et ailleurs, les températures records et le changement climatique qui s'accélère, les défis de notre modèle économique et social qui parvient de moins en moins à contenir les inégalités. Alors comment faire face à ces bouleversements? Et s'il fallait tout revoir, tout reprendre, tout repenser, s'il fallait d'abord réaliser que nous vivons la fin d'une ère, la fin d'un monde et que notre tâche collective consiste d'abord à reposer les bases d'un modèle nouveau pour tenter d'embrasser cette vaste ambition. Un invité ce soir, Philippe Dessertine. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, professeur des universités à l'Institut d'administration des entreprises à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne et vous faites paraître l'horizon des possibles. C'est chez Robert Laffont Éditions. Merci d'être venu ce soir à Question du Soir. L'armée américaine a mené d'importantes frappes de précision sur les trois principales installations nucléaires du régime iranien, Fordo, Natanz et Ispahan. Tout le monde connaît ces noms. C'est dans ces villes qu'ils bâtissaient cette affreuse entreprise de destruction. Notre objectif était de détruire la capacité d'enrichissement nucléaire de l'Iran et de mettre un terme à la menace nucléaire que représente le premier État soutenant le terrorisme dans le monde. Je peux annoncer au monde que les frappes ont été un succès militaire spectaculaire. Les principales installations d'enrichissement nucléaire de l'Iran ont été complètement et totalement détruites. L'Iran, le caïd du Moyen-Orient, doit maintenant faire la paix. Le président américain Donald Trump, et on avait tous imaginé, Philippe Dessertine, que ce président serait peut-être l'émissaire de l'isolationnisme américain. C'est ce que vous dites aussi entre les lignes dans votre ouvrage. Est-ce que les derniers jours, notamment cette intervention américaine en Iran, prouvent le contraire ? Non, je ne crois pas. En tout cas, nous ne sommes pas dans la logique économique, là, ici. On est vraiment dans la question de la représentation de puissance, dans la manière dont Donald Trump a décidé de lancer une opération probablement prévue depuis longtemps, planifiée depuis longtemps par son état-major. On est dans quelque chose qui peut vraiment, à mon sens, représenter la fin d'une époque, la fin d'une logique, la fin d'une domination des États-Unis sur la politique mondiale, une ère, on utilise ce terme, mais je crois qu'il est assez adapté, de brutalisation des échanges internationaux, des échanges diplomatiques. Il n'y avait pas de mandat juridique pour cette opération, c'est quelque chose d'assez incroyable quand on voit son ampleur et quand on voit effectivement ce que cela a signifié. Est-ce que pour autant cela signifie d'un seul coup que Donald Trump s'est converti et va gérer les échanges mondiaux? Alors très 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 loin probablement encore de cette idée. Nous allons même voir si en réalité cela ne le renforce pas pour, par exemple, dès le 9 juillet, relancer les droits de douane ahurissants qu'il avait décidé d'imposer au monde et en particulier à l'Europe. Quand on observe ce qui se déroule présentement justement au Moyen-Orient, notamment à Gaza, mais bien au-delà des bouleversements, les guerres, les drames, est-ce qu'on peut tenter de lire, de comprendre ce qui se passe avec un œil économique? Vous écrivez notamment que le Proche-Orient est, après la Russie, le lieu des productions massives d'énergie fossile, condamnées à disparaître. Est-ce qu'il y a là un facteur explicatif pour comprendre ce qui se dessine et ce qui se redessine? Je le crois vraiment. Je pense que la lecture du Moyen-Orient et de son histoire récente est plus lointaine, et notamment des influences de l'Occident. On parle aujourd'hui des États-Unis, mais on pourrait parler encore il y a peu de l'Angleterre, du Royaume-Uni, de l'Angleterre, de la France. Laurence d'Arabie est un très beau film, mais il raconte d'abord la manière dont Anglais et Français se disputaient la possibilité d'exploiter les puits de pétrole. La question du pétrole, la question des énergies fossiles est en réalité le facteur explicatif de toutes les relations internationales pratiquement pendant tout le XXe siècle et tout le début du XXIe. Est-ce que c'est pas un biais d'économiste? Est-ce que c'est pas un biais justement d'économiste de penser que la religion, le social, la dimension politique ont une importance moindre par rapport à la variable économique? Non, pas du tout. Alors, c'est pas du tout ce que je veux vous dire. Lorsque nous sommes en train de parler d'intervention internationale, là, nous avons cette question. Vous voyez, quand on est en train de regarder ce qui se passe en Iran, on doit évidemment relier ce qui se passe en Iran à ce qui se passe en 79, le moment où vous avez la révolution iranienne, alors que l'Iran est jusque-là l'allié absolu des États-Unis d'un point de vue géopolitique. Et là, vous voyez, je ne suis pas en train de regarder l'économie, mais néanmoins, avec
avec un lien très fort du point de vue économique entre l'Iran et les États-Unis, alors qu'en 79, l'Union soviétique envahit l'Afghanistan, qui est un pays musulman sunnite, qui jusque-là était plutôt justement, on va dire, l'opposition par exemple à Israël au Moyen-Orient, l'islam sunnite sur lequel les États-Unis vont s'appuyer pour essayer de contrer l'avancée soviétique, avec notamment la création d'Al-Qaïda, qui a été une création de la CIA, avec les Séoudiens à l'intérieur de l'Afghanistan. Donc non, je crois qu'on est avec, sans arrêt, la géopolitique et l'économie qui sont très intrinsèquement liées. Et c'est vrai qu'il est très difficile de les dissocier. Et à mon sens, si on dissocie l'un ou l'autre, on va faire une erreur de jugement. En revanche, par rapport à ce qui se produit aujourd'hui, le fait que les États-Unis soient dans une intervention forte, jamais vu probablement depuis 1991 en termes d'ampleur, depuis la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe, on peut considérer, oui, qu'il y a un lien avec la question économique et que même probablement Donald Trump, si il avait pu mettre en place différemment, je dirais, ces différents programmes économiques, aurait peut-être eu un raisonnement différent. Rappelons aussi, au passage, que le 7 octobre 2023 est l'anniversaire exact du 7 octobre 1973, qui est bien sûr la guerre du Kippour, l'attaque des pays comme l'Égypte, qui était justement l'islam sunnite à l'époque sur Israël, et le début de la grande crise économique et financière, début de l'inflation, début de tous les éléments qui vont en réalité, quand on évoquait 79, les années 70 et 80, qui vont structurer les relations internationales. Début de la fin d'un cycle, même début de la fin des 30 Glorieuses, et c'est le grand sujet de votre livre, puisque vous écrivez par ailleurs, l'impasse générale dans laquelle nous nous trouvons actuellement vient d'un croisement de la fin de 3 cycles fondamentaux. Le premier, on va commencer par lui, c'est le cycle démographique. Alors justement, quelle est la fin de ce cycle-là ? C'est drôle, je ne pensais pas que vous alliez commencer par lui, parce que pour moi, l'élément le plus important, c'est le dérèglement climatique. Mais j'insiste parce qu'à mon avis, c'est peut-être celui qui est le plus sous-estimé, en tout cas celui dont on parle le moins, paradoxalement. Alors si vous voulez, donc, puisque c'est l'éléphant dans la pièce dont on ne parle pas. Cycle démographique, oui, je crois que le fait que la population humaine vieillisse est une réalité que d'ailleurs la France découvre dans une certaine mesure. Elle avait le sentiment d'être un peu à l'écart, différente des autres pays, notamment européens. Et puis nous avons eu ce brutal réveil l'année dernière. On parle maintenant d'hiver démographique chez nous aussi. Il est depuis longtemps dans un pays comme l'Italie, dans le Japon. Le Japon perd 1 million d'habitants par an. Le Japon a reculé en termes de classement économique. Vous allez me dire que c'est mon obsession, c'est normal, c'est aussi mon métier. Mais c'est quand même révélateur, si vous voulez. Donc nous sommes effectivement confrontés à un vieillissement de la population occidentale et humaine. Et ça, évidemment, aussi, pour l'Occident, il faut insister. C'est le fait que ça n'est pas juste un phénomène occidental ou un phénomène de pays riches. C'est un phénomène que l'on voit dans le monde entier et qui s'accélère. Et qui doit s'accélérer. J'insiste. Et quel impact ça a, j'allais dire, d'une manière presque tangible ? On parle souvent de sujets démographiques d'une manière statistique, à travers des tendances, des courbes, des chiffres inquiets parfois. Mais quel impact ça a, notamment sur le financement de notre modèle social, sur nos modèles économiques et sur l'ensemble, j'allais dire, de nos relations de vie ? Alors je crois que, vous voyez, c'est même une obligation de changement de modèle complet. C'est-à-dire que les humains plus âgés ne vivent pas, ne consomment pas comme des humains plus jeunes. Le modèle qui est le nôtre aujourd'hui est un modèle qui s'est constitué peu à peu sur un cycle de 200 ans presque, de 2 révolutions industrielles, autour d'une population mondiale jeune. C'est la victoire au fond de la mortalité infantile et des femmes au moment de l'accouchement qui va donner lieu aux conditions pour qu'émerge un modèle économique qui sera le modèle industriel. Or, ce modèle, on va dire prévu, conçu pour une population jeune, est de moins en moins adapté à une population vieillissante au niveau mondial, j'insiste bien, qui doit l'être de plus en plus, car l'espérance de vie des pays les plus pauvres aujourd'hui, et on va dire le Sud global, c'est 6 milliards et demi d'humains, c'est-à-dire ceux qui ont une espérance de vie beaucoup plus faible, 15 ans, 20 ans plus faible que celle de l'Occident. La première inégalité, cette inégalité doit se réduire. C'est impératif, parce que sinon nous aurons des migrations massives, nous aurons des pères et mères de famille qui voudront que leurs enfants viennent
à l'endroit où ils peuvent avoir, comme en France, 82 ans d'espérance de vie. Mais voyez, ce vieillissement général signifie une migration très profonde, pour le coup, des valeurs économiques. Ce qui valait cher, une personne âgée se déplace moins qu'une personne jeune. Ça veut dire, par exemple, que la valeur de l'économie, la mobilité, l'automobile, par exemple, eh bien, tend à décroître. Quelqu'un d'âgé va moins se déplacer, donc la valeur de ce qui permet le déplacement diminue, quel que soit le nombre d'heures que vous passez à construire une automobile. C'est la question de l'offre et de la demande qui crée la valeur et pas uniquement la manière dont on produit un bien ou un service. Le deuxième cycle, peut-être à propos duquel on arrive au bout, selon vous, c'est la fin de l'ère industrielle, hein, l'ère de l'industrie dominante, méga-cycle, vous l'avez dit, de 150 ans, de 2 siècles, disons plutôt. Oui, il accompagne exactement la logique démographique que nous venons d'évoquer. Lorsque l'on vieillit, et là, effectivement, c'est une expérience que chacun peut faire, on consomme de plus en plus de services. Bien entendu, on pense tout de suite au service médical, mais pas uniquement. Le service devient quelque chose qui vous permet de vivre un peu plus. Donc, sa valeur augmente. Et donc, la notion de service devient de plus en plus forte dans la représentation de la richesse mondiale. Alors là, on n'est pas en train d'annoncer quelque chose. C'est quelque chose de totalement réel depuis très longtemps. Vous savez qu'effectivement, en France, dans une logique un peu, on va dire, si vous me permettez, nostalgique, de retour en arrière. On parle de réindustrialisation parce que nous sommes à 10% du PIB. 10% du PIB, on a 3% du PIB agricole. Ça veut dire qu'en fait, nous avons 87% de notre création de richesse qui est du service. Notez que les États-Unis sont à moins de 10%. Et d'ailleurs, sont aussi en train de dire qu'il faut qu'on se réindustrialise. À moins de 10 à propos d'industrie. Oui, pour l'industrie, oui, absolument. Alors que, bon, la Chine est à 26%, mais la Chine considère que c'est quelque chose, effectivement, qui évoluera forcément dans un sens d'atténuation, parce que la Chine est confrontée, elle aussi, au vieillissement. Elle est l'usine du monde, mais elle a bien le sentiment qu'avec cette stratégie, elle est plutôt d'une stratégie du rétroviseur que, on va dire, de la vision de l'avenir. La fin, peut-être, du troisième cycle, c'est la place relative de plus en plus mince, de plus en plus étroite de l'Occident dans les affaires du monde. Il faut nous expliquer là aussi. Vous l'avez dit en creux, justement, quand vous parliez de la politique de Donald Trump. C'est un cycle là aussi naturel. Et là, bien entendu, cher Quentin, je ne parle pas uniquement d'économie. C'est un cycle naturel. Des puissances montent, parfois dominent parfois le monde. Il n'y en a pas eu tant que ça. On peut parler de l'Espagne du siècle d'or. Pourquoi pas de la France du XVIIIe siècle, puis de la Grande-Bretagne, le moment de la Pax Britannica, puis maintenant le moment des États-Unis. Vous voyez, on en compte 4. Avant, le monde n'était pas le monde. Hein. On n'avait pas encore découvert les uns et les autres qu'un autre côté de la planète existait. Donc ça fait 4 superpuissances, ça fait pas beaucoup. Pour être une superpuissance, il faut avoir un rôle déterminant dans la création de richesse. C'est évidemment l'élément premier. En fait, vous dominez la création de richesse, voire même vous êtes prépondérant, c'est-à-dire plus de 50%, pour autant qu'on puisse la reconstituer. Il faut qu'il y ait aussi la volonté. La Chine aurait pu être une superpuissance au XVIIIe siècle mondial. Elle l'a refusé. La marque du refus est le fait qu'elle a refusé de développer sa flotte. Aujourd'hui, on voit bien que les Chinois, d'ailleurs, lancent des porte-avions. Hein. Donc, ils ont bien cette idée d'être peut-être la puissance suivante et peut-être pas pour très longtemps. La fin d'un cycle d'une puissance dominante, et là, évidemment, lorsque nous parlons de la fin des États-Unis, en réalité, on parle aussi de la fin du cycle occidental. Clairement, la croissance, de plus en plus, la création de richesses, la population, on revient à la démographie, 4,8 milliards d'humains vivent en Asie. Notons, d'ailleurs, au passage, pour se projeter dans le 22e siècle qui arrive à toute allure, que la principale puissance démographique du 22e siècle sera l'Afrique. Aujourd'hui, 1,4 milliard d'habitants, c'est-à-dire l'équivalent de la Chine. Probablement, au début du 22e siècle, 5 milliards. Donc là, nous voyons effectivement de plus en plus un déplacement de la, on va dire, croissance économique, du développement économique, mais aussi de tout ce qui est inventé, de tout ce qui est proposé, c'est-à-dire que tout va avec ce dynamisme. Et lorsque vous avez une phase de déclin, et nous croisons peut-être avec ce que les événements du Proche-Orient que nous évoquions à l'instant, c'est-à-dire effectivement cet ultime soubresaut. On a vu que les États-Unis avaient refusé, avaient annoncé qu'ils n'interviendraient pas lorsque la Russie a attaqué l'Ukraine, typique d'une puissance déclinante qui se referme sur elle-même. Cette fois-ci, il y a cet ultime sursaut que vous retrouvez toujours dans toutes les fins de cycle de grandes puissances. Il y a un moment où effectivement, un sursaut, la France perd la guerre de 7 ans, mais aura le sursaut napoléonien avant de voir l'Angleterre la supplanter définitivement dans la domination mondiale. Donc c'est quelque chose d'assez
classique, d'assez récurrent, mais cela veut dire quoi? Cela veut dire aussi que la grande puissance, pour donner l'illusion qu'elle reste encore la puissance dominante, va faire ce qu'elle fait toujours, émettre de la monnaie, émettre de l'argent, alors qu'elle ne crée plus autant de richesses qu'avant. On va dire à chaque fois, on a une catastrophe financière et catastrophe économique qui accompagne l'effondrement des grands empires. On va revenir à ça, Philippe Dessertine, mais je voudrais d'abord vous interroger sur un mot que vous avez prononcé, celui de déclin. On a l'impression que tout est objectivable dans cette notion, c'est-à-dire que effectivement nous sommes économiquement, socialement en déclin. Je ne parle pas du tout de déclin moral, culturel, civilisationnel. Non, je parle bien de déclin économique et social. Et pourtant, c'est peut-être un sujet tabou parmi nos responsables politiques au sein même de l'État, ce mot-là de déclin, alors qu'il reviendrait peut-être justement à ces responsables politiques de l'organiser, de permettre l'atterrissage de la société, de permettre cette transition et de faire face au déclin. Pourquoi vous estimez vous-même que cette notion-là est taboue aujourd'hui dans le champ politique? Oui, c'est quelque chose d'ailleurs que j'évoque en disant, après tout, la Grande-Bretagne comme la France, par exemple, pour parler de deux grandes puissances dominantes mondiales, ont connu ce déclin. Il y a... Mais cette notion fait peur. Forcément, d'ailleurs, non seulement elle fait peur, mais elle est parfois encore... On est encore dans le déni, c'est-à-dire avec cette idée que nous sommes quand même encore la puissance qui compte, même si lorsque l'on nous chuchote à l'oreille que nous sommes une puissance secondaire, ça nous fait réagir, ça fait réagir le chef de l'État et peut-être même les Français qui n'aiment pas ça. C'est notre faille narcissique. Oui, un petit peu, oui, mais je vous dis, vous retrouvez la même chose au Royaume-Uni et on l'a retrouvé avec la grande Espagne du siècle d'or. C'est quelque chose qui est difficile à digérer. Je crois effectivement que notamment lorsque maintenant nous parlons de la fermeture d'un cycle pour l'Occident, c'est très important de réfléchir à ce que sont nos valeurs et la manière dont nous allons les penser quand nous ne serons plus dominants, c'est-à-dire lorsque nous serons secondaires. C'est pas dramatique d'être secondaire, on va dire le reste du monde a vécu sous l'ombre de la puissance occidentale pendant des siècles et a su maintenir des spécificités, des éléments culturels. Je pense qu'il faut au contraire mettre la culture au cœur de ce type de raisonnement. Cela veut dire que l'on doit avoir une réflexion qui va être une réflexion différente sur la manière dont, à l'intérieur du concert des nations, du concert du monde, de l'évolution économique du monde, nous aurons des choses spécifiques à défendre, qui sont notre patrimoine, qui sont les valeurs auxquelles nous croyons, même si elles deviennent minoritaires en termes de puissance. Elles sont minoritaires en termes de démographie depuis longtemps. Comment est-ce que vous abordez, Philippe Dessertine, la notion de décroissance? Est-ce qu'elle vous paraît juste, pertinente, justement, pour faire face à cette transition, pour tenter d'organiser bon an mal an ce déclin, notamment économique? Vous savez que dans mon livre, je parle énormément d'éléments positifs, mais nous parlons beaucoup. Mais vous avez raison. Ce sont mes obsessions, cette fois-ci. Oui, je vois bien, mais qui sont très françaises aussi, d'ailleurs. Donc, qui sont très français. Sans aucun doute. Décroissance, pour moi, est un mot, est un concept absolument inaudible. C'est un concept que nous ne pouvons pas proposer au reste du monde, aux 6,5 milliards de personnes qui composeraient le Sud global. Je vous le disais tout à l'heure, l'inégalité absolue, qui est en même temps une inégalité économique, sociale, humaine, et l'espérance de vie. En France, nous avons 82 ans d'espérance de vie, 85,6 ans pour les femmes, elle ne cesse d'augmenter. Vous êtes au Nigeria, vous avez 56 ans d'espérance de vie. Concrètement, la décroissance signifierait que nous sommes, entre guillemets, en recul économique. L'idée, c'est simple, c'est tout le monde à 82 ans. C'est pas évidemment que nous réduisions notre espérance de vie, mais c'est tout le monde à 82 ans. Ça veut dire une croissance. Parce que pour arriver à 82 ans pour des pays qui sont aujourd'hui à moins de 60 ans, ou à 62, ou à 65 ans, c'est un énorme changement, j'allais dire effort, changement, c'est-à-dire une modification très profonde de leur manière de fonctionner, et c'est cela qui va créer la richesse. Vous voyez, quand je dis donc inaudible, ça veut dire une croissance, ça veut dire un développement durable, puisque si évidemment le point de passage pour mettre tout le monde à 82 ans, c'est encore plus dérégler le climat, il est clair que ça ne fonctionnera pas. Donc c'est évidemment avoir une perspective de développement pour le monde entier avec des critères humains, je pourrais presque dire humanistes, c'est un mot qu'en tant que Bordelais j'aime beaucoup, avec des critères humanistes qui deviennent les critères absolus de la performance. Alors justement, passons sur des concepts plus positifs. Le concept que vous développez, notamment, c'est celui de production vertueuse. Qu'est-ce qu'une production vertueuse? Et au-delà d'ailleurs, qu'est-ce qu'un modèle économique vertueux? De quoi est-il fait? Un modèle économique vertueux, c'est un modèle qui non seulement ne détériore pas le climat, pour commencer par cet élément qui est effectivement... C'est votre point d'entrée? Oui, c'est mon point d'entrée, et c'est là-dessus que je travaille d'ailleurs, du point de vue de mon travail universitaire. Donc ça, c'est une
obligation absolue de nos générations, c'est-à-dire répondre à cette problématique de la dégradation du climat. Nous sommes, nous, beaucoup dans l'arrêt, parce que nous sommes beaucoup dans cette idée, un tout petit peu, que finalement, si on change, si c'était possible, pas changer trop. J'utilise l'aphorisme du guépard, tout change pour que rien ne change, quoi. C'est quand même l'idée, on va être neutre en climat, mais on aura quand même, vous inquiétez pas. D'ailleurs, souvent, on a cette idée-là. Non, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de perte de pouvoir d'achat. Non, on va sur un bouleversement d'une profondeur immense. Oubliez tous vos repères d'avant. Nous devons avoir cette logique de développement qui va permettre à l'humanité de vivre mieux, et à nous aussi, et qui doit ne pas détériorer le climat, voire l'améliorer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système économique que nous mettons en place doit être fondé sur un tableau de bord. Ce tableau de bord, enfin, vous voyez, je dis doit comme si je faisais des prescriptions. Mais concrètement, c'est ça la planification. Des mesures d'impact. C'est la planification. Non, planification. Non, là, je ne sais pas si vous êtes français ou old school. La planification, c'est mort quand vous êtes avec. Non, il y a actuellement, ça existe la planification dans l'État français, et c'est notamment sur les sujets écologiques. Je vous dis bien que nous sommes old school. Je parlais pas du plan calcul du général de Gaulle. Oui, mais justement, on n'est pas très loin. Donc, la planification, ça voudrait dire que vous avez une sorte de vision étatique, voilà comment il faut faire. Non, on est avec une invention de quelque chose d'incroyablement nouveau qui va devoir utiliser des outils extraordinaires, des outils que nous n'utilisions pas jusque-là. On change de modèle quand on change d'outil. Et la science est en train de nous le proposer. Simplement, ces outils ne sont que des outils. Il va falloir un tableau de bord, et le tableau de bord, c'est ce qu'on appelle déjà la mesure d'impact. C'est-à-dire, on regarde sans arrêt ce à quoi on utilise la nouvelle intelligence artificielle générative. Est-ce que ça améliore l'impact? Alors, je ne dis pas, si vous utilisez uniquement l'IA générative, vous allez dire, ça bouffe de l'énergie. Oui, non, mais d'accord. Mais si tu l'utilises dans le mode de fonctionnement d'avant, ça va te permettre de vivre de façon totalement différente. Tu dois me faire ton bilan, tu dois me représenter ton impact. Et aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est utopique, c'est quelque chose qui est en réalité au cœur de la nouvelle performance économique. Je dirais même au cœur de ce levier, peut-être que vous allez trouver un bain vulgaire, au cœur de la logique financière. La finance, qui est le levier incroyable que nous avons à disposition, énormément de monnaie disponible qui ne sait pas où aller, eh bien on peut la diriger de façon massive sur une autre manière de penser l'économie en lui disant on va te laisser guider par les impacts prouvant que tu es en train de créer une approche développement durable humaniste. En tout cas, vous êtes plus international que moi, Philippe Dessertine, c'est vrai. Clair. Vous développez par une réflexion dans cet ouvrage sur la notion de ville, ce que sera la ville de l'avenir, le rôle d'ailleurs que doivent jouer ces villes dans la géographie de cette production vertueuse. Alors expliquez-nous là aussi. Je crois que donc c'est notamment une des ramifications. Alors, vous voyez, fin de cycle, début de cycle. La ville est le produit de la société industrielle. Et nous avons fini par considérer que cette société industrielle, post-industrielle, était en réalité le seul cadre qui serait le cadre de l'humanité à venir. Les humains de notre époque, et notamment en Occident, y compris en France, avons quand même une sorte de logique un tout petit peu orgueilleuse, considérant qu'on a tout inventé et que maintenant, il s'agira juste de continuer de décliner les mêmes choses. Moi, je pense que la fin de l'ère industrielle signifie aussi la fin de la ville, telle qu'on l'a connue. J'utilise beaucoup ce terme en disant c'est la fin de la verticalité. La verticalité se comprend quand vous êtes dans une logique de production physique. Elle ne se comprend plus quand vous êtes dans une logique de production de services. Sauf que on n'a pas changé de logiciel. Vous voyez, moi, j'enseigne le management, c'est-à-dire la façon dont on gère des entreprises petites, grandes, moyennes. Moi, je suis toujours absolument sidéré à quel point, en fait, la matrice, l'élément théorique sur lequel nous appuyons, c'est l'économie industrielle. On reproduit l'industrie. D'ailleurs, les grands auteurs français en économie très connus sont ceux du début du XXe siècle, le moment où la France domine la révolution industrielle. Nous avons simplement continué d'appliquer exactement les mêmes logiques, y compris dans notre mode de vie, dans cette logique de la ville, alors qu'en réalité, nous pouvons considérer que cette logique est obsolète et qu'elle est probablement à l'origine du dérèglement climatique que j'évoquais tout à l'heure. Mais alors, à quoi vont ressembler ces villes plus horizontales, justement, dans leur manière de s'organiser? Ces villes aussi peut-être moins peuplées, moins au centre de nos économies? Justement, la question de la notion même de ville se pose. Aux États-Unis, on dit, vous voyez, la ville verticale, c'est New York. On dit, c'est Los Angeles, la ville qui se tient debout pour New York. Oui, c'est ça, exactement. Hein, donc, stand-up. Mais donc là, la ville horizontale, quand vous êtes la nuit sur Mulholland Drive, vous voyez une nappe de lumière. Et on dit, mais en fait, c'est plus une ville.
En fait, ce sont des communautés les unes à côté des autres, connectées les unes aux autres. La notion d'horizontalité signifie cela, signifie que cette notion de ville, qui est une notion 19e, 20e siècle, est en train de muter vers une notion de communautés reliées les unes aux autres, c'est aussi une des raisons pour laquelle j'insiste sur l'aspect culturel à la fin du livre, en disant que c'est un point très important, parce que, effectivement, cette notion de petites communautés reliées les unes aux autres nous relie aussi au passé de l'humanité. L'humanité n'a pas été de tout temps dans des villes verticales, au contraire. Et là, nous pouvons retrouver quelque chose qui, au fond, nous permet de relier à quelque chose de plus doux, de plus humaniste. Je me permets de sans arrêt répéter ce mot qui me semble parfaitement adapté à ce que j'essaie de décrire. L'horizon des possibles, c'est aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup Philippe Dessertine, économiste. Merci d'être venu ce soir à Question du Soir. Merci beaucoup.